Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le grand oral de François Bayrou. Le Premier ministre prononce sa déclaration de politique générale cet après-midi, 15h devant l'Assemblée nationale. Discours qu'il a écrit seul. Il réserve donc la primeur de ses arbitrages aux députés. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. La grande question ce matin, Arthur, après des semaines de tractation avec les partis de gauche, c'est de savoir si François Bayrou va se plier aux exigences des socialistes, des écologistes, des communistes et suspendre la réforme des retraites pour éviter la censure. Exactement, et à ce stade, il n'y a pas d'accord de non-censure. Il n'y a pas eu d'avancée significative hier soir lors des négociations selon les socialistes. Selon une source proche des discussions, François Bayrou aurait pourtant fait un geste en direction du PS en proposant d'accélérer le calendrier en mettant la réforme des retraites sur pause dès septembre prochain en cas d'accord entre les partenaires sociaux sur un nouveau texte revenant sur l'âge de départ à 64 ans. Jusqu'à présent, le maire de Pau ne prévoyait pas de suspendre la réforme d'Elisabeth Borne avant 2026. Pour autant, les socialistes se montrent inflexibles et réclament une suspension immédiate. Dans ce contexte, un proche de François Bayrou laisse entendre qu'il pourrait temporiser cet après-midi dans sa déclaration devant les députés et se donner encore quelques jours pour faire connaître son arbitrage. Alors ça, c'était avec la gauche, côté marteau. Voyons ce qui se passe côté enclume. La droite qui soutient la retraite à 64 ans, Arthur, elle menace de lâcher le Premier ministre s'il cède au Parti socialiste. Oui, les LR de Laurent Wauquiez refusent de soutenir de nouvelles hausses d'impôts et s'opposent également à une éventuelle suspension des retraites. Hier, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a clairement réaffirmé son soutien à l'âge de départ fixé à 64 ans. La question est de savoir jusqu'où les LR peuvent aller pour mettre la pression sur François Bayrou et en particulier, sont-ils prêts ou non à aller jusqu'à quitter le gouvernement. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors ce que la gauche réclame exactement, c'est une suspension de la réforme pendant 6 mois, le temps de trouver avec les partenaires sociaux un autre moyen d'équilibrer le système, ce qui impliquerait 6 mois de flottement. Alors quelles conséquences pour ceux qui doivent partir à la retraite dans ce laps de temps, Barthélémy Philippe ? Eh bien d'abord, il faut rappeler que la réforme des retraites est en cours d'application. L'âge légal est reporté d'un trimestre chaque année. Il atteindra les 64 ans en 2030 et s'appliquera pour la première fois aux futurs retraités nés en 1968. Actuellement, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans et 6 mois, mais l'âge effectif est plus tardif, 63 ans et demi, car une autre réforme est à l'œuvre, la réforme Touraine. Celle-ci allonge progressivement la durée de cotisation, c'est-à-dire le nombre de trimestres nécessaires pour valider une retraite à taux plein. Et si la réforme finit par aller à son terme, faute d'alternative, la durée de cotisation atteindra 43 ans dès 2027. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Alors parmi les priorités affichées du gouvernement, notamment du tandem Bruno Retailleau-Gérald Darmanin, la lutte contre le narcotrafic. Dimanche, le ministre de la Justice s'est engagé à réunir dans une même prison de haute sécurité d'ici l'été les plus gros barons de la drogue afin de les empêcher de poursuivre leurs activités criminelles depuis leurs cellules. Mais pour le sénateur socialiste de Saône-et-Loire, Jérôme Durain, qui préside la commission d'enquête sénatoriale sur l'impact du narcotrafic en France, ce sera loin d'être suffisant. Il était l'invité d'Europe 1 matin. Le problème, il n'est pas en prison. C'est pas l'individu qui est en prison qui pose problème. C'est le fait qu'il ait des avoirs criminels à l'extérieur qui lui permettent de rémunérer ceux qui font les trafics, ceux qui tuent pour lui. Donc, tant qu'on ne sera pas allé chercher les avoirs criminels, c'est le sujet central. Il faut que le crime ne paie plus. La prison n'est plus une entrave, mais il faut qu'on aille chercher l'argent. Et quand on ira chercher l'argent, alors la question de la prison, elle passera au second plan. Mais dans une étape intermédiaire, sans doute que c'est une solution qu'il faut que nous étudions très vite. Jérôme Durain ce matin sur Europe 1, interview complète à retrouver sur europe1.fr. Notez qu'une proposition de loi sur le narcotrafic doit être examinée au Sénat à partir du 28 janvier. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. L'examen du projet de loi d'urgence pour la reconstruction de Mayotte se poursuit aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Hier soir, les débats se sont concentrés sur la délicate question migratoire, alors qu'elle ne figure pas dans le texte, puisqu'elle doit être examinée dans une autre loi programme d'ici 3 mois. La France insoumise s'est indignée de l'idée d'une suppression du droit du sol à Mayotte. Écoutez la réponse cinglante de la députée mahoraise Estelle Youssoufa. Les Comores ont été épargnés. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir.
Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. En plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. Estelle Youssoufa, la rapporteure de la loi d'urgence pour Mayotte. Mayotte, où la rentrée des enseignants qui était prévue ce matin a dû être décalée. Et celle des enfants prévue lundi prochain est repoussée d'une semaine car des centaines de classes sont toujours hors d'usage. Conséquence bien sûr du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi, mais aussi de la présence de réfugiés ou de sinistrés qui dorment dans les écoles dans des conditions d'insalubrité absolue. Certaines classes ont été pillées et les ordures jonchent le sol, Louise Salé. Salim est directeur d'une école maternelle à Mamoudzou. Son établissement, avec l'école élémentaire d'à côté, a servi de centre d'hébergement d'urgence pour des jeunes du quartier. J'ai vu des excréments d'une personne adulte dans une salle de classe. En plus de ça, juste à côté, les travaux des élèves, tout éparpillé dans la salle de classe. Et c'est pas seulement dans une seule des classes. Donc l'acte est assez fort pour penser à d'éventuelles provocations, c'est sûr. Début janvier, le rectorat relevait 450 classes endommagées à Mayotte. Beaucoup sont toignés vitres, balayées par les vents. C'est sans doute plus depuis la tempête Dikeledi. Le lycée d'Estelle, enseignante d'anglais, a perdu sa salle des profs et son infirmerie et le réfectoire transformé en dortoir pour des sinistrés locaux et des réfugiés somaliens. Avec dans un coin des bouteilles d'eau, dans un coin des tissus. Tout ça s'est entremêlé avec les débris du cyclone Chido. Enfin, c'est une catastrophe sanitaire. Les gens qui ont envie de rentrer, ils rentrent, ils se baladent, ils dorment, ils mangent. Voilà quoi. Elle espère que la préfecture relogera rapidement les sans-abri. Ce n'est pas à l'éducation nationale de s'en charger, dit-elle. Louise Salé du service Société d'Europe 1. Les tickets restaurants pourront-ils de nouveau être utilisés pour faire les courses au supermarché ? Les sénateurs examinent le texte en ce sens aujourd'hui. Depuis le 1er janvier, conséquence de la censure du gouvernement Barnier, il n'est plus possible d'acheter de denrées brutes avec ces tickets resto. Et puis le Vendée Globe, après 64 jours en mer, le vainqueur s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Et oui, c'est imminent. Charlie Dalin n'est plus très loin. Bonjour Axel May. Bonjour. Vous êtes au large des Sables d'Olonne, en mer, donc par moins 3 degrés, sur un bateau pour Europe 1, à côté de la ligne d'arrivée. Est-ce que vous apercevez déjà le premier voilier, Axel ? Je l'aperçois, il est vraiment à 10 mètres du bateau sur lequel je me trouve. Il y a cette tête de mât qui clignote. Au milieu d'autres bateaux de l'organisation qui ont leurs petites loupiottes qui sont venus à la rencontre de Charlie Dalin. Il n'y a presque pas de vent, une houle faible. Le soleil est en train de se lever, moment magique, condition idéale pour assister à cette arrivée. 64 jours et environ 20 heures après avoir quitté les Sables d'Olonne, le skipper normand est en passe de remporter cette 10e édition du Tour du Monde en solitaire sur monocoque, sans escale ni assistance. 64 jours, c'est énorme, c'est 10 jours de moins que le record précédent d'Armel Lecléache réalisé en 2017. Charlie Dalin, 40 ans, décroche le plus beau succès de sa carrière. Cet architecte naval de formation, vous vous en souvenez peut-être, avait terminé deuxième du Vendée il y a 4 ans. Il avait franchi la ligne d'arrivée en tête, mais Yannick Bestaven avait bénéficié d'une compensation de temps pour avoir participé au sauvetage d'un concurrent, s'était imposé. Cette fois, il franchit la ligne d'arriver en tête, mais il n'y aura pas de compensation de temps pour un autre concurrent. Il va s'imposer, Charlie Dalin. Son dauphin, Johan Richaum, est attendu en fin de journée ici au Sables d'Olonne. Merci beaucoup, Axel May, qui nous fait vivre en direct cette arrivée de Charlie Dalin, imminente, puisque on est vraiment à 2000, même pas de nautiques de passer cette ligne d'arrivée. 4 kilomètres. Voilà, 4000 nautiques à peine. Et c'est vrai que le ciel est absolument magnifique. Quelle chance vous avez d'être au large, Axel. On pense fort à vous et on salue l'exploit de Charlie Dalin. Merci beaucoup, Fanny Marceau. Merci à vous.